Au début du XXe siècle, la majorité de la population de Basse-Bretagne ignore le français. 4 personnes sur 5 ne s'expriment qu'en breton. Un siècle plus tard, la situation a totalement changé. Les données se sont inversées. Aujourd'hui, tout le monde parle français et ils ne sont plus que 16% à pouvoir tenir une conversation en breton. À peine plus de 100 000 l'utilisent au quotidien. 80% des bretonnants ont disparu depuis la dernière guerre. Le breton est devenu minoritaire sur son propre territoire. Un siècle de breton, ou la chronique d'une mort annoncée. Qui et combien parleront breton demain? Où? Comment? À quelles conditions? La langue bretonne va-t-elle mourir? Comment réagir pour la sauver? Quel breton veut-on sauver? Pour quel usage et à quel prix? À quel public s'adresse ce SOS? Aux descendants des bretonnants traditionnels ou à une élite chargée de porter le flambeau du souvenir, voire de promouvoir la langue d'un État virtuel? Les réponses divergent. Les uns ont fait leur deuil du breton, les autres sont plus que jamais décidés à défendre avec force son existence et ses droits. J'étais ici en train de déjeuner. On sonne et j'entends parler breton. Breton vantait. Et puis je vois quelqu'un qui est son cadre là, cette chose-là. Et puis il vient, j'étais en train, je ne me suis même pas levé. Qui êtes-vous? Dit-il, en breton. D'où êtes-vous? De Paris. De Paris? Mais alors c'est votre père et votre mère qui vous a appris le breton? Non, non, non. Alors c'est vos grands-pères alors? Oh, non, non, non. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, je suis venu à Belle-Île, et j'ai eu le coup de foudre de la Bretagne, à Belle-Île. Et puis j'ai appris qu'il y avait une langue, et j'ai voulu apprendre la langue bretonne, et on m'a dit qu'il y avait des dialectes, et j'ai préféré apprendre les vantais. Alors évidemment, je trouvais ça rigolo quand même, comprenez donc. Alors c'est quand même étonnant. C'est des gens qui ne sont pas du tout... C'était un ingénieur, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je lui dis, mais vous n'êtes pas en train de fréquenter une Bretonne par là? C'est ça qui vous rend amoureux? Non, il n'y avait même pas de fille dans le coup, vous vous rendez compte? Il était amoureux de la Bretagne, comme ça, Bretagne toute nue, vous voyez, avec sa langue. C'est extraordinaire, ça, quand même. Alors, c'est quand même drôle, il y a un tas de gens qui cherchent un enracinement et qui nous envient d'avoir, justement... Et on est en train de finir... Alors, vous comprenez cette quête de racines, là, de gens qui ne sont même pas bretons. Ben, je serai infini là-dessus, ce sera pour la prochaine fois. Kassim midar lui, Joel Ra, Tony midar ya, Kokazina, poep poep poep, poep poep poep, poep poep poep, poep poep poep, poep poep poep. On the derge negre dan, ik wa maro meza, on the derge negre dan, ik wa maro meza, don ma chameni tames tarang la 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 la, ni je calona. Teredina ni je petek babro benige, ma teredani je din betek babro vinige. La gazon la neni, la 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 la, bebera ben momer. Dat verda je change de la 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 la, bebera ben momer. 1997, l'enquête TMO Région révèle que 88% des bas-bretons estiment qu'il faut conserver le breton. 72% pensent qu'il se maintiendra. Cet intérêt croissant de l'opinion pour la langue qui risque de disparaître est paradoxal. Seuls 5% en effet sont en même temps prêts à faire l'effort de l'apprendre et 1% l'apprennent effectivement. Il y a une espèce de contradiction, bien sûr. Il y a sentimentalement, je veux que le breton continue parce que j'aime le breton, etc. Mais en même temps, il faut faire un effort pour apprendre le breton. Je suis pour le maintien de l'élection de Miss France, mais je regarde jamais l'élection de Miss France. Mais je ne veux pas priver les autres de ce plaisir. Donc je pense que c'est bien que 88% des Bretons soient pour, par exemple, l'enseignement possible de la langue bretonne. Ça ne veut pas dire que 88% des Bretons vont l'apprendre. Désormais, paradoxalement, à l'heure de sa survie, la langue bretonne a retrouvé une image et une identité positive. Langue des ploucs et de la honte hier, elle est aujourd'hui vécue comme moderne dans l'Europe des régions. Langue du cœur, elle est même devenue utile, génératrice d'emplois dans l'enseignement, l'édition, les médias. Elle est aussi un atout dans l'apprentissage des langues réputées plus utiles, comme l'anglais. Ouverture d'esprit, gymnastique intellectuelle.
À l'évidence, le breton des paysans arriérés d'autrefois a cédé la place au breton d'une certaine élite, en quelque sorte une langue de la distinction. Quand on a eu la possibilité, très jeune, et même plus âgé, mais enfin très jeune en tout cas, de parler avec deux langues, en ce moment-là, l'apprentissage de la troisième langue n'est pas un problème insurmontable. Je veux dire par là que, bien sûr, on va avoir des difficultés à se mettre dans une nouvelle langue, mais il n'y aura pas ce barrage psychologique qui est celui que va connaître l'unilingue. Ils sortent du cycle scolaire d'Iwan avec un certain nombre de plus, avec un bilinguisme qui est additif, qui veut dire souvent qu'il y a une maîtrise du langage qui est supérieure au moyen dans les deux langues, et ensuite un bilinguisme qui est un tremplin vers d'autres langues. Et donc je trouve que les élèves d'Iwan, les lycéens d'Iwan, sont des très bons futurs citoyens européens. Parler breton, même avoir un accent breton, quand on parle en français, c'est plus une marque de honte. Je crois que c'est même une marque de culture, je dirais. Donc les choses ont beaucoup changé. Le plus marrant, c'est que quand on rencontre des gens quand je rencontre des gens de mon âge, maintenant ils savent le breton. Quand on avait 10 ans, moi je le savais, j'en étais presque gêné quelquefois. Oh ouais, ils parlent breton, tu te rends compte? Et maintenant, c'est eux qui se disent « Ah mais nous, finalement, on sait aussi le breton ». Alors, bon, tant mieux. Maintenant, pour certains, c'est un petit peu devenu une forme de snobisme aussi, de s'intéresser plus à la langue bretonne. Bon, et je pense que pour beaucoup, il y a quand même un retour aux sources, de ce dont tu parlais, mais il y a également ce besoin de se distinguer, de se différencier par rapport aux autres. Un peu d'élitisme, là. Sans doute. Angela Duval. La langue ressemble à une procession. Elle descend de la colline, traverse la vallée et remonte l'autre versant. Ceux qui sont en tête de la procession ont descendu la côte les premiers. Les bourgeois, qui ont donné le mauvais exemple en rejetant leur langue pour adopter le français. Ils ont déjà traversé la vallée et ils remontent. Les autres qui suivaient se trouvaient encore au sommet quand les bourgeois étaient parvenus en bas. Mais ils ont suivi et sont tombés aussi bas que les bourgeois. Ce sont les paysans, les pêcheurs, les ouvriers. La tête de la procession approche du sommet. Le peuple est encore au fond de la vallée. Il remontera la pente car on imite toujours les grands. Le jour où les bourgeois bretons retrouveront leur langue, le peuple les suivra et se remettra lui aussi au breton. Je dis que la langue sera sauvée par le haut. Alors, les premiers à abandonner la langue bretonne, qui est-ce que ça a été? Ça a été les élites, ça a été la noblesse, ça a été les bourgeois, ça a été etc. Donc ce sont les premiers qui sont arrivés au plus bas. Quand eux étaient tout en bas, les paysans, les petits paysans étaient encore tout en haut. C'est-à-dire ils continuaient à parler breton et même ils ne parlaient que breton. Et puis progressivement, eh bien, sortant de la vallée, on voit en premier les élites. Alors ce ne sont plus les élites d'autrefois, c'est plus la noblesse, c'est le clergé, mais c'est les élites d'aujourd'hui, les élites intellectuelles qui sont en tête, suivies donc de la bourgeoisie, suivies des paysans, etc. Donc voilà ce qui est en train de se produire. Il me semble que l'élitisme en soi, il est dangereux. Mais en même temps, je suis obligé de constater que sans la démarche qui a été adoptée dans les années 30 de réflexion sur la langue, de constitution d'un vocabulaire nouveau, d'efforts pour la production d'une littérature de qualité, mais aujourd'hui, il n'y aurait plus rien du tout. Donc le problème là, c'est un problème d'équilibre et c'est extrêmement difficile à trouver. Quand on a d'un côté une langue populaire exclusivement populaire, c'est-à-dire sans capacité de dérivation et avec un sentiment d'infériorité de la population, eh bien l'élitisme doit peut-être exister, bon, il faut être prudent là-dessus, il doit peut-être exister, mais il doit être mesuré. Toute cette lande, ces pierres, tous ces amis, cette nature, c'est un peu de moi. C'est la Bretagne. Début du XXIe siècle, identité et modernité, culture et économie ne sont plus désormais antinomiques. L'identité culturelle bretonne se consomme bien, produits bretons et labels culturels sont comme frères et sœurs. BZH, 3 lettres qui sonnent comme une marque distinctive et peuvent faire rêver. Certains industriels voient même dans la langue bretonne une valeur ajoutée pour leurs produits, une meilleure valeur d'échange, une sorte de supplément d'âme dans le monde uniformisé des marchandises. De tous ses plus grands succès.
Quand Jean-Pierre Leroc, le patron d'Intermarché, s'investit en Bretagne ou fait adopter les sigles bretons ou la langue bretonne dans les expressions marchandes, c'est pas d'abord pour vendre, c'est parce que lui, c'est un vrai breton et il a envie que la Bretagne vive de cette manière-là. Moi, je ne le ressens pas comme ça. J'ai pas du tout l'idée d'une certaine efficacité de ce type d'initiative, ne serait-ce que parce que quand on écrit sur un paquet de biscuits en breton, ça plaît peut-être aux Bretons, mais ça dit rien aux Polonais, ça dit rien aux Strasbourgeois et ça dit rien aux Niçois. Donc je préfère dire en français qu'on fait de bonnes choses en Bretagne pour que les gens y adhèrent. Hein, et voilà. Bien sûr que je défends Diwan et bien sûr que je défends la langue bretonne, mais je le défends en tant qu'entrepreneur, en étant extrêmement pragmatique. C'est pour moi un argument tout simplement de marketing. Je le fais bien sûr aussi avec mon cœur, mais je le fais parce que je sais que c'est bon pour l'avenir de la marque, c'est bon pour l'avenir de l'usine ici à Quimper, c'est bon pour les emplois actuels ici à Quimper et c'est bon pour les emplois de tous les enfants qui travaillent chez moi. Début du XXIe siècle, chansons et musique bretonne ne craignent ni leur singularité ethnique, ni le grand métissage du village global. Depuis plus de 10 ans, elles connaissent une explosion médiatique sans précédent. Des radios émettent en breton. Groupes, chanteurs, festivals, fest-noz attirent des milliers de passionnés. L'édition, elle aussi, se porte bien. Profusion de magazines, profusion d'écrivains. Désormais, la culture bretonne est l'un des atouts majeurs de la 2e région touristique de France. La naissance d'une télévision privée bretonne en l'an 2000 révèle le créneau économique qu'elle représente. Moi, je suis à fond pour, non pas pour le privé, car je sais très bien que la logique entre à l'argent, mais je suis très heureux que le breton, ça paye. C'est-à-dire qu'on est maintenant rentré dans une situation où on ne va pas faire du breton pour faire taire la revendication autonomiste. On en fera aussi parce que ça fait vendre des parts de marché. Et donc l'aventure du breton à la télévision ne fait que commencer. France 3, etc., tout ça va se trouver également dans l'obligation, je crois, de revoir un peu aussi son comportement en matière de langue bretonne, de langue régionale d'une façon générale, parce que ce qui est vrai pour le breton l'est également aussi pour d'autres régions françaises. La minute 30 de Charles Sargal en 1964, c'est un clin d'œil, Anton Lagat, comme on dit encore aujourd'hui sur l'antenne de France 3. C'est devenu aujourd'hui 2 heures de télévision, 2 heures de propositions bretonnantes par semaine, 2 heures sur 10 que reçoit de la part de France 3 un téléspectateur du Finistère, par exemple. 2 heures sur 10, 20%. Ça peut paraître faible, ce n'est pourtant pas négligeable. 20% de notre pagination en breton, je serais tenté de dire qui dit mieux, y compris dans la presse militante la plus bretonnante. Une chaîne publique bretonnante, c'est-à-dire qu'il y a des émissions en breton tout au long de la journée, je pense que c'était réalisable si l'État avait eu la volonté de le faire. Mais il y a des pays qui ont des télévisions publiques pour 15 000 personnes. Ici, on est à 150 000. Et puis, sans compter qu'on multiplierait vite le nombre de gens qui l'écoutent par 2 ou par 3, si vraiment on y avait accès facilement et régulièrement. Quel service la télévision régionale publique peut-elle rendre à une langue qui a connu l'évolution qu'elle a connue ces 40 dernières années? Je crois que c'est cette question-là qu'il faudrait pouvoir attaquer sans arrière-pensée politique, sans penser à autre chose que la véritable demande des différentes populations pour leurs différents besoins en face de cette langue. C'est ça la question qu'il faut poser et pas se demander pourquoi il n'y a pas une télévision tout en breton, ce qui est l'utopie la plus furieuse. Pourquoi faudrait-il imaginer une télé de plein exercice dans tous ses compartiments en breton lorsqu'elle n'existe même pas en français? J'espère quelque part qu'il y aura une émulation positive entre le privé et le public et que le public aussi va commencer à produire et émettre des émissions pour les jeunes et qui sont aussi adaptés à tous ceux qui sont dans une situation d'apprentissage par rapport à la langue et qui fait un maximum pour relier le breton et la modernité et l'évolution de la société en Bretagne.
Je pense que cette question trouvera sa réponse, peut-être grâce aux nouvelles technologies, lorsque la télévision publique trouvera d'autres espaces et pourra répondre à des attentes différenciées dans des créneaux différenciés. S'il y a des attentes du côté du jeune public, il faut des espaces pour aller chercher le jeune public. S'il y a des attentes du côté du public plus traditionnel, avec la complication des variantes dialectales, il faudra trouver des espaces pour cette réponse-là. Mais on ne peut pas imaginer une espèce de réponse homogène, tout public, sur une question aussi spécifique. 1996. Des experts de l'Union européenne analysent les 48 langues minoritaires d'Europe. Leur diagnostic concernant le breton est pessimiste. Cette langue survivra difficilement. En 2 générations, elle s'est écroulée et la grande majorité de ceux qui restent ont plus de 60 ans. Seulement 15 000 bretonnants ont aujourd'hui moins de 40 ans. Et malgré une certaine renaissance linguistique, seule une infime partie de la nouvelle génération peut s'exprimer en breton. L'avenir est sombre, coupure entre les générations, chaîne de transmission de la langue rompue, mais aussi désertification des campagnes, urbanisation, développement des échanges, envahissement d'une économie nationale et supranationale, mondialisation, autant de prémices d'une mort annoncée. Faut-il d'ores et déjà faire son deuil du breton ou croire à sa résurrection? Existe-t-il vraiment une stratégie de la reconquête? La langue bretonne va-t-elle mourir? Question posée depuis fort longtemps et la langue est toujours vivante. Donc c'est la première réponse que bon, c'est une langue qui quand même résiste contre un certain nombre de prévisions. Le breton subsistera-t-il? Moi, je laisserai le point d'interrogation. Je crois que c'est pas encore fini. Hein. Je ne pense pas que c'est tout à fait fini. Non. Parce qu'on prend conscience quand même de pas mal de choses dans le breton. Je ne pense pas. Tu crois pas, hein? Je ne pense pas que ça va disparaître comme ça. Ça peut durer longtemps encore. Parce qu'il restera toujours certains coins qui on parlera toujours le breton, quoi. J'espère. Si 66% des gens, aujourd'hui, qui parlent le breton ont plus de 60 ans, dans 20 ans, ces gens-là auront 80 ans. Donc on peut se poser la question, j'espère pour eux qu'ils vivront le plus tard possible, mais effectivement d'un trou qui risque d'apparaître. On en a au moins pour 10, 15 ou 20 ans, pendant lesquels le nombre de locuteurs devrait continuer à diminuer. Ce qui veut dire qu'à échéance de, je dirais, 2015, peut-être, enfin un peu avant, un peu après, je ne sais pas. Pas facile de faire des projections par rapport à tout ça, mais à l'échéance d'une quinzaine d'années, on va se retrouver avec 100 000 personnes qui pourront parler le breton, un petit peu moins, un petit peu plus, on verra d'ici là. Automne 2000, un vieux paysan bretonnant. La langue bretonne n'aurait jamais dû exister. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais à notre avis, à nous, on devrait garder sa langue bretonne quand même, quoi. C'est la tradition du pays, quoi. Ah oui. On nous dit, mais pourquoi vous me parlez une langue qui est presque plus parlée, quoi? Pourquoi vous ne parlez pas français? Et moi, je dis, bon, pourquoi on ne parle pas tous anglais? Ce sera encore plus génial, quoi. Comme ça, il y aura une certaine unité en Europe. Hein. On prend l'anglais, et puis, par exemple, en Amérique du Sud, ce sera l'espagnol qui est déjà très, très, très majoritaire. Bon, on peut aller loin comme ça. Pourquoi pas supprimer, puisqu'on est 6 000 langues dans le monde. D'ici 2020, paraît-il, nous ne serons plus que 3 000 langues qui seront véhiculaires. Bon, on peut y aller, hein, on peut faire une langue aussi. Bon, l'espéranto existe, pourquoi nous n'apprenons pas tous l'espéranto? Jamais il n'est paru autant de livres en langue bretonne qu'à présent. Est-ce à dire que la langue est bien vivante? Ben non, cela va de soi. On voit, hélas, mourir tous les ans beaucoup plus de bretonnants qu'on en forme, si l'on peut dire, à travers les écoles d'Iwan. Mais le nombre des écoles d'Iwan est en voie d'augmenter, de même que le nombre de classes bilingues. On sait très bien qu'on éprouve tous les ans des difficultés à trouver des enseignants de breton.
La langue bretonne, elle ne va pas disparaître puisqu'on fait des écoles pour l'apprendre. Alors moi je pense quand même qu'il y a quelques années encore, pendant longtemps, qu'on parlera encore. Je constate aussi que des adultes, en plus grand nombre, soit originaires de Bretagne, soit venant d'extérieur à la Bretagne, décident, tiens, je vais apprendre le breton. Un peu comme on va faire 2 heures de cours de beaux-arts ou de musique le mercredi, quoi. On se rend bien compte que nous, avec nos 2 enfants qui parlent breton, ce n'est pas ça qui va inverser la tendance, très certainement. Mais si on était nombreux à aller dans ce sens-là, au moins, ils vivraient quand même plus longtemps. À chaque rentrée, on voit, pas seulement d'ailleurs dans les classes, dans les écoles Diwan, mais dans les écoles bilingues publiques et dans les écoles bilingues privées, on entend des taux de progression de 15%, 13%, 19%. Alors on se dit, c'est le raz-de-marée. Hein. Enfin, il faut savoir que la totalisation de ces 3 réseaux d'écoles bilingues, on est donc à 0,7% de la population scolarisable. La question, c'est donc qu'il faudrait, pour arriver à 5% de la population scolarisable, il faudrait 1000 enfants de plus pendant 28 ans, je crois. Donc, il faudrait créer 40 classes par an nouvelles pendant 25 ans pour arriver à seulement 5% de la population scolarisable. C'est à peu près comme si on essayait de construire une échelle en posant les barreaux et puis des rallonges pour grimper dans la Lune. C'est une gageure, c'est un pari fou. Eh bien, nous le soutiendrons, ce pari fou-là. Alors, vous voulez parier avec moi que le breton survivra à cause de tous ces cinglés-là? Si le pourcentage des élèves continue d'augmenter comme il le fait, on pourra peut-être parvenir à une sorte de stabilisation du nombre de locuteurs à une échelle de, je dirais, une vingtaine d'années peut-être, 20-25 ans. Mais ça reste encore à déterminer. Mais ça n'est pas une condition suffisante. Il faudra en plus qu'ils aient ensuite l'utilité sociale du breton. Savoir une langue n'est pas suffisant pour le parler. La difficulté n'est pas en soi l'apprentissage de la langue. La difficulté, c'est qu'on ne peut plus toujours très facilement retrouver le contexte d'un usage social qui favorise la pratique de la langue. La question, c'est, parmi les enfants qui sont aujourd'hui dans les classes bilingues, lesquels auront besoin du breton quand ils seront grands. Et donc, quel sera le statut de cette langue apprise à l'école dans leur vie? Est-ce que, par exemple, quand ils deviendront ingénieurs, ils auront besoin de parler breton, comme aujourd'hui un ingénieur a besoin de connaître l'anglais? Si oui, alors le breton a de l'avenir. Si non, moi, bêtement, je continue à penser que cette langue n'a pas d'avenir sous quelque forme qu'on l'enseigne. Cette langue n'a pas d'avenir s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de carrière, s'il n'y a pas d'institution qui l'utilise. Une langue, c'est un outil au service d'une société. Si seuls des petits groupes d'individus l'utilisent en famille ou pour se réunir par petits groupes pour leurs loisirs, c'est très bien, ça peut durer comme ça très longtemps, mais ça ne deviendra pas la langue de la société. Ça ne redeviendra pas la langue de la société. Jeter le breton comme ça à la poubelle, ça correspond à rien. Au Pays de Galles, les gens parlent gallois et anglais. En Catalogne, les gens parlent catalan et espagnol. Moi, je considère qu'en Bretagne, on peut parler breton et anglais sans parler français, qui, à ce que je sache, est parlé par 2% de la population mondiale. Et dans ces 2%-là, il y a des Africains et des Asiatiques auxquels on n'a jamais demandé leur avis. Je vois mal le breton regagner comme certains le souhaitent, moi-même si vous voulez, un regain dans la vie sociale. Pour l'instant, je ne le constate pas, il n'y a pas de percée dans ce sens-là. Je le regrette. Mais je pense qu'il y aura une place à part de la langue bretonne, différente du début du siècle, etc., existante, parce que tous ceux qui sont en train de l'apprendre, il y a un mouvement qui existe. Donc il y aura une place pour la langue bretonne. Voilà. Vu la société actuelle, je pense que la langue bretonne risque quand même d'être considérée comme un petit plaisir qu'on se fera en plus par rapport à d'autres langues. L'anglais, on ne peut pas échapper, éventuellement d'autres langues. Le breton, c'est peut-être le désir de maintenir des liens privilégiés avec d'autres personnes qui partageront un même idéal, là, et qui auront peut-être envie de la donner à leurs enfants. Ceux qui croient aux possibilités du breton ont un atout qu'on n'avait pas il y a quelques années, c'est
la possibilité que donne le monde moderne de se mettre en réseau. Les réseaux, aujourd'hui, permettent à des gens qui sont éloignés géographiquement ou socialement les uns des autres de se retrouver pour un objectif commun qui est peut-être simplement l'envie ou le plaisir de parler cette langue. Moi, je placerais la revendication bretonnante dans ce principe de plaisir qui sera sans doute de loisir, de tout ce qu'on voudra, enfin, du fait aussi qu'on puisse choisir, d'avoir des cercles d'activités autres que le travail. C'est aussi une forme de socialisation. Claude Agege, dans son livre « Halte à la mort des langues ». Sait-on qu'en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année. Il existe aujourd'hui dans le monde 5000 langues vivantes. Dans 100 ans, si rien ne change, la moitié de ces langues seront mortes. Pourtant, la mort des langues a quelque chose de tout à fait insolite et d'exaltant quand nous nous en avisons. Les langues sont capables de résurrection, mais la vigilance s'impose. Faute de quoi, toutes sont menacées, y compris le français. Pour moi, parler le breton à la maison, c'est bien, mais vous êtes manchot. C'est-à-dire qu'il y a un manque quelque part. Élever des enfants en breton, c'est bien, mais qu'il n'y ait pas un lien avec la vie sociale, la vie publique. Il y a quand même un traumatisme quelque part. Je pense que pour sauver une langue, de toute façon, il ne faut pas rester dans la confidentialité. Ça, j'y crois pas. On arrivera peut-être à un siècle encore de langue bretonne. Puis après, ça s'éteindra petit à petit. Faut pas rêver, hein. Non, il faut absolument qu'il y ait une certaine officialité de la langue. Et pour ça, il faut qu'elle soit reconnue par les instances officielles, c'est-à-dire les politiques. Tant que la langue reste un peu dans un microcosme, elle ne sert absolument à rien. C'est un instrument à la limite pour des intellectuels ou des gens qui se sentent bien entre eux quand ils parlent breton. Si elle n'est pas, considérée de manière bienveillante par toute la société, de toute façon, elle sera amenée à mourir petit à petit. Je pense qu'on peut créer une nouvelle société britophone. Bilingue, bien évidemment, sans problème, mais une nouvelle société britophone. Il faut mettre dans toutes les écoles à disposition des instituteurs ou des professeurs de langue bretonne. Et je suis certaine, moi, qu'il y aurait de la demande. J'en suis certaine. Parce qu'à partir du moment où on met à disposition quelque chose, les gens n'ont plus peur. Ils n'ont pas à le demander, ils n'ont pas à le revendiquer. Ils n'ont pas à aller faire des pétitions, à rencontrer le directeur. Et qui voudra apprendre le breton l'apprendra. L'Union démocratique bretonne, elle revendique, par exemple, actuellement le statut de la Corse. C'est-à-dire la généralisation de l'enseignement du breton. La généralisation, ce n'est pas l'obligation. La généralisation, c'est de dire, partout, on enseignera le breton. Il suffira que les gens ne s'y opposent pas. C'est ça que nous demandons. Qu'on dise, moi je veux bien, ou je m'en fous, que mon fils fasse du breton. Et ceux qui ne voudront pas diront, moi je veux pas. Comme en Corse, je veux pas qu'il fasse du breton. Ce qu'il faudrait surtout pas, c'est d'arriver à un système comme en Corse, où les gens qui ne veulent pas donner à leurs enfants une éducation en breton soient obligés de se justifier au regard de la communauté bretonne ou de la communauté corse. Ça, c'est dégueulasse, c'est scandaleux, quoi. Hein, par contre, à partir du moment où c'est un choix, et il faut pouvoir, dans le système éducatif, satisfaire ce choix. Il appartient à l'éducation nationale, par exemple, certainement, de laisser ouvert ce choix, de le maintenir, de doter le système éducatif des moyens d'un enseignement en breton, pour que les gens aient le choix. Mais après, les gens décident. Moi, je me sens breton à 100%, sans avoir envie de parler breton, hein, c'est clair. Si on n'a pas l'école, si on n'a pas les médias, bonjour messieurs, si on n'a pas l'université, on est foutu. Nous aurons les écoles, nous aurons les médias et nous aurons bientôt les universités, n'est-ce pas? À cause de toute cette force-là qui, à mon avis, est invincible parce qu'elle est saine, elle est bonne et elle est remplie d'espérance, comprenez? Claude Agege, dans son livre « Le souffle de la langue ». Un groupe résolu de 20 000 personnes environ qui, bien qu'ayant appris le breton comme seconde langue, l'utilisent et le transmettent par choix, contrairement à la masse des bretonnants passifs, peut être décisif. On peut enrayer le déclin d'une langue si l'on est animé d'une réelle volonté de la perpétuer. 20 000 personnes pour enrayer le déclin de la langue, il y en a bien plus. Ça, j'en suis sûre. Peut-être pas depuis longtemps. Donc pour moi, il y a sûrement
50 à 60 000 personnes qui sont prêtes, si vous voulez, à mettre la main à la pâte. Vous avez eu 5 000 personnes à aller dans la rue pour un simple lycée. S'il y a un certain nombre de personnes qui sont bien décidées, je suis sûre qu'elles y arriveront. Parce qu'on a des exemples dans l'histoire des langues. C'est une véritable course contre la montre. C'est-à-dire qu'on travaille d'arrache-pied et je pense qu'on est arrivé à un point, un tournant où on ne doit faillir nulle part. Je pense que c'est réalisable. Mais je sais qu'il y a une certaine volonté, c'est pas seulement populaire, mais une volonté politique, parce qu'à partir du moment où les politiques ont cette volonté, ça marchera. Tout vient de là. À partir du moment où vous donne les moyens, vous pouvez le faire. C'est un projet politique, un projet même pas, un projet romantique. Enfin. Mais ce qui est frappant, c'est que la plupart, presque jamais, les gens ne vont dire les mots, dire le breton va redevenir la langue parlée par tout le monde. On fait comme si on allait y arriver, on fait comme si les écoles, comme si l'enseignement du breton allait faire ce que l'enseignement du français a fait, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde le connaisse. On fait comme si le breton allait, comme si le mouvement allait s'inverser, quoi. Moi, je ne suis pas partisan, et je m'y opposerai vigoureusement, à ce que toute autre langue que le français soit une langue officielle. Ce serait une régression considérable, et parce qu'il faudrait le faire pour des quantités d'autres langues en France. Donc ça, ce serait porter un coup fatal à la langue française et à son rayonnement international. Donc ça, le côté langue officielle, il faudra m'arracher les dents pour que ça se fasse. Langue officielle. Pourquoi s'en cacher? C'est quand même le désir des gens qui envoient leurs enfants à l'école. C'est bien sûr pour l'épanouissement de l'enfant, mais bon, il peut s'épanouir différemment qu'en apprenant le breton aussi. Il peut le faire aussi. Je pense qu'il y a quand même cette volonté aussi, effectivement, de voir cette langue devenir, à côté du français, bien sûr, la langue des Bretons, quoi. En Basse-Bretagne, du moins, quoi. Donc, effectivement, c'est un choix politique. Sans sa propre langue, une nation peut seulement être une imitation faible et sans valeur de quelque autre nation. Quand c'est soutenu par une volonté politique, comme c'est le cas d'Israël pour l'hébreu, ça se passe plutôt mieux. Il est donc assez normal que dans le cadre de la renaissance d'une langue et donc de la culture qui va avec, il y ait des ambitions ou des volontés politiques plus ou moins autonomistes. Mais entre l'existence d'une nation indépendante et la situation, disons, d'être complètement soumis à un pouvoir central, il y a des quantités de possibilités intermédiaires. Les langues, ce sont des façons de s'exprimer et d'exprimer des pensées ou d'exprimer de communiquer entre personnes, mais ça ne doit, je crois pas que ça doive être mis sur le plan de la guerre, parce qu'à ce moment-là, on peut tuer beaucoup de choses. Paul Koenig écrit « Le printemps des bonnets rouges ». Il nous reste le parfum violent d'une patrie à construire. C'est vrai, effectivement. Pourquoi prendre le breton tout d'un coup? Parce que ce n'est pas il n'y a pas de nécessité économique, quoi. Ça ne peut être qu'un choix, un peu intellectuel pour certains, du bilinguisme, etc. Mais pour beaucoup de monde, quand même, c'est la reconquête d'une patrie, quoi, si l'on veut, quoi, d'un pays à construire, du moins avec une langue, qui deviendra la langue de l'ensemble de la population, quoi. On n'en est pas à avoir un État breton ou un État picard ou un État provençal, hein, dans l'histoire du français. On est dans un État qui est l'État français, dont la langue officielle est le français. Bon. Et puis les autres langues peuvent être des langues qui accompagnent le français. Il n'y a pas de raison. On peut comprendre la peur de certains devant l'enseignement de la langue bretonne, qui deviendrait quelque chose de normalisé, et qui, apparemment pour certains, deviendrait la langue d'un État virtuel. Moi, je crois qu'ils ont tort d'avoir peur. Si c'est un État virtuel, c'est un état d'esprit d'abord. Et je ne crois pas qu'une langue puisse être dangereuse, quelle qu'elle soit.
Attentat ce matin dans un restaurant McDonald's de Quévert, près de Dinan. L'explosion a fait un mort, une jeune employée de 27 ans. L'attentat n'a pas été encore revendiqué. La section antiterroriste du parquet de Paris privilégie la piste de l'ARB. Ce qui s'est passé à Quévert, ça n'a strictement rien à voir avec des années et des années de militantisme ou de combat pour la défense de la langue et de la culture bretonne. Je pense que ça a beaucoup à voir avec la connerie, mais pas avec... Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'aussi intelligent que le combat pour la défense d'une culture. Il n'est pas obligatoire que ce soit les gens qui résistent sur le plan du nationalisme, qui soient ceux qui parlent le plus les langues régionales. C'est pas forcé. Hein, on peut les trouver tout à fait ailleurs, c'est-à-dire des gens qui sont complètement neutres, qui sont dans leur petite maison et qui cultivent leur petit jardin breton, basque ou normand. Paradoxe d'une époque ou paradoxe de la vie, d'un côté la mort d'une langue, celle du breton dialectal des anciens, de l'autre une renaissance linguistique, celle d'un breton normé, standardisé, modernisé, que l'on peut écrire et transmettre. Mais comment, au nom d'un héritage, au nom de ses racines, peut-on revendiquer une langue précisément coupée de ses racines, breton chimique des villes, comme on l'appelle à la campagne, une mort, une naissance, c'est aussi la ligne de partage entre deux camps qui se baptisent mutuellement. Ici les fatalistes, les fossoyeurs, les psychorigides républicains, là les nostalgiques, les militants passéistes, les nationalistes. Il y a une langue bretonne qui continue à s'effondrer, c'est la langue des milieux populaires. C'est malheureusement cette langue-là qui est la plus riche sur le plan syntaxique, sur le plan des expressions, etc. Et celle-là, on voit bien qu'elle est très menacée. Et parallèlement, il y a une autre langue qui est en train d'apparaître. Enfin, j'exagère en disant que c'est une autre langue. Ça reste la langue bretonne, évidemment, mais disons une autre expression de cette langue-là, plus riche sur le plan non pas syntaxique, mais sur le plan de la capacité de dérivation, de création de mots nouveaux. Un breton dans lequel on peut parler de tout. Il peut y avoir une littérature, on peut parler d'économie, on peut parler d'Internet, etc. Et bon, le problème, c'est que autant celui-là se développe, mais reste quand même limité à certains milieux, autant l'autre, le breton populaire, lui s'effondre. Et bon, ce qui serait souhaitable, c'est évidemment la fusion des deux pour envisager l'avenir. Ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, ce breton qui est enseigné, c'est un breton un peu unifié, un peu fabriqué, et que les personnes qui sont nées dans la langue bretonne peuvent s'en plaindre. Et dire à leurs petits-enfants, les parents ou les grands-parents peuvent dire à leurs petits-enfants ou enfants qu'est-ce que c'est que ce breton qu'on t'a appris. Mais comment faire autrement? Les jeunes qui apprennent le breton maintenant, ils se comprendront bien entre eux parce qu'ils apprennent le même breton. Quel breton va-t-on apprendre? Un breton que l'on invente, donc pour moi, c'est pas là. Le problème de la renaissance des langues qui sont très dialectalisées, comme ça, et parlées dans des petites communautés différentes les unes des autres, c'est qu'il faut lui redonner une unité sans lui faire perdre son génie et sa proximité de la terre et du terroir. Donc il y a une espèce d'opération chirurgicale à faire. Et ça peut être très douloureux. Il peut y avoir évidemment des frustrations terribles quand les gens âgés disent « je ne reconnais pas mon breton ou mon basque », mais c'est le prix à payer. Parce que sinon, on ne pourra jamais déboucher sur une force culturelle suffisante pour pouvoir, encore une fois, dialoguer d'égal à égal avec la langue dominante. Si la langue française a pu s'imposer, il y a beaucoup de raisons politiques, etc. Mais sur le plan strictement linguistique, c'est peut-être aussi parce que la langue française a eu une écriture, une graphie, une écriture qui a été unifiée volontairement, avec une norme qui a été imposée et qui a fait que on peut se reposer, si vous voulez, sur cette norme quand on veut apprendre la langue. Et peut-être que là, il y a quelque chose, une leçon à tirer. Je pense qu'on peut faire son deuil d'un certain breton. Moi, je vois trois étapes assez rapides dans la langue, c'est-à-dire le breton pur et dur, entre guillemets, tel qu'il était parlé jusqu'au début du siècle, bon, qui a quasiment totalement disparu, si ce n'est qu'il reste par des chansons qui ont été écrites notamment.
Après, une sorte de mélange quasiment, je dirais pas de patois, mais presque finalement au XXe siècle. Moi, j'entends par exemple des gens de ma famille qui parlent moitié français, moitié breton, parce qu'il y a plein de mots qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre, vu qu'on leur interdisait d'apprendre le breton à l'école. Et ensuite, finalement un troisième breton qu'on peut considérer artificiel ou chimique, et qui donc parle d'ordinateur, de photocopieuse ou d'Internet en breton, qui à mon avis sera ça la langue du futur. Donc c'est autre chose la langue bretonne. Langue normée, langue urbaine, langue choisie. Et non pas langue avec ses différents dialectes, comme toute langue, langue dans les campagnes et langue apprise au berceau, quoi. C'est une autre langue qui est en train pas de naître, mais de se développer. C'est une langue qui a été fabriquée un peu comme l'espéranto, sur la base de langue de parler vivant, mais qui ne ressemble à aucun parler vivant, et qui est souvent parlée par des gens qui l'ont apprise dans des livres, et qui donc la parlent en plus avec une phonétique et une syntaxe très francophone à l'oreille. C'est un breton qui est un breton qui a été fabriqué dans des classes, disons, intellectuelles, hein, chez des petits bourgeois, quoi, en gros, et un breton qui était destiné à devenir éventuellement la langue d'un futur État, etc., breton. Nous l'avons appelé langue d'un État virtuel. Et effectivement, dans l'idée des nationalistes bretons, il y avait un parallèle qui était tracé entre la situation française, où la langue française était la langue de tous les Français, et la langue bretonne qui devait normalement devenir la langue de tous les Bretons. Est-ce que le breton a le droit de vivre? Oui ou non? Nous disons il a le droit de vivre. Est-ce qu'il doit vivre en ne changeant pas? Ça serait bien la seule langue du monde qui n'évoluerait pas. Même le français évolue tous les jours. Donc arrêtons de parler d'une langue qui serait le véritable breton parce qu'elle aurait été parlée par des bretonnants qui n'allaient pas à l'école. Parce que moi, ils me font bien rire, les gens qui se réfèrent à cet état de la langue pour dire c'est celui-là et celui-là seul qui compte. Et pourquoi donc? Au nom de quoi? Au nom de quoi? On devrait en Israël aujourd'hui parler le yiddish? Non. Alors, effectivement, ils ont bien raison, ces politiques, quand ils disent ce que je dénonce. Cette langue n'est qu'après tout une langue chimique, un Canada Dry, destinée à être la langue d'un État virtuel. Mais moi, je ne suis pas un fou, je ne suis pas un fanatique, je dis une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un État breton pour ça. La langue est vivante, et pour rester vivante, elle doit s'adapter. En permanence, une langue doit s'adapter. Elle doit s'adapter au virtuel maintenant. Elle doit s'adapter à l'Internet. Elle devra s'adapter à tout pour être compétitif. Et ça va très très vite. Mais c'est aussi valable pour le français. C'est valable pour toutes les langues qui sont d'un usage quotidien. Le français que nous parlons aujourd'hui n'a rien à voir avec le français qu'on parlait il y a même un siècle. Pour autant, c'est le moyen par lequel nous communiquons et c'est le moyen par lequel les Français parlent aux Français et enrichissent leur langue. Une langue, ce n'est pas une langue qui se veut une langue de communication, et une langue identitaire doit s'enrichir. Donc ne faisons pas le procès à Diwan ou à toute autre méthode d'enseignement alternative de vouloir enrichir la langue, de vouloir la simplifier, de vouloir la rendre communicante. Je trouve ça même plutôt sympa. Ce qu'on a pu craindre comme allant vers le rouleau compresseur d'une langue unique et uniquement réservée à un groupe de happy few intellectuels et bretonnants, ça s'est pas passé comme ça. On a vu que l'interdialectalité s'est développée, on a vu que le dynamisme de la télévision et de la radio qui ont fait des émissions en langue bretonne a beaucoup servi à l'interdialectalité. On a vu que les écoles d'Iwan ont aussi servi à l'interdialectalité et que finalement, au lieu que tout le monde parle ce qu'on appelait à l'époque le roisonnec, tout le monde continue à parler un breton relativement et souvent coloré par ses origines familiales, sociales, géographiques. C'était en France le message de Rabelais, de ne pas éloigner la langue de l'académie, de la future académie, la langue des savants de la langue du peuple. Alors soyons rabelaisiens, ayons une langue savante le plus possible nourrie de langage populaire. C'est clair que le breton de demain ne sera pas le breton d'hier.
Ce que j'aimerais, c'est que le breton de demain soit quand même héritier du breton d'hier. C'est-à-dire qu'on ait la richesse, qu'on ait la saveur un peu rabelaisienne du breton d'autrefois, qu'il nous en reste des traces importantes, et puis qu'on construise un breton nouveau. Mais effectivement, il y a un certain breton qui est en train de disparaître avec la société rurale, précapitaliste, qui est pratiquement disparue aujourd'hui. Morvan-Lebesque, dans son livre « Comment peut-on être breton ?» On l'a compris, la question est « Comment peut-on être français ?» Ou mieux encore, et c'est la définition de la démocratie, comment peut-on, parmi les autres, être soi-même ? Comment, parmi les autres, être soi-même ? La question que posait Morvan-Lebesque est la question fondamentale d'aujourd'hui. C'est une question qu'il faut poser non pas à l'échelle de la France, non pas à l'échelle de la Bretagne, mais à l'échelle de la planète entière. Qu'est-ce que c'est que ce paysage planétaire aujourd'hui ? Est-ce que vous aimeriez que ce soit simplement avec une prépondérance anglaise, une prépondérance allemande ou espagnole ? Eh bien, je pense que c'est la diversité qui fait la richesse. Le but, c'est d'arriver à unifier l'humanité progressivement et unifier l'humanité sans pour autant la niveler. Voilà tout le défi qui est posé. Je trouve que pour la France, elle doit être fière de cela. Et également, elle doit être fière que les Bretons revendiquent pas leur identité, oui, mais pas leur nationalité séparée. C'est pas du tout ça. On peut quand même être fier d'être breton sans sortir son fusil. On va pas à la guerre, on l'a trop fait. Toute cette mer. 1992. Dans un sondage, 1 millier de Finistériens essaient de caractériser l'identité culturelle de leur département. Seuls 8% d'entre eux pensent que la langue bretonne y participe, mais bien après la mer, par exemple, ou encore le patrimoine architectural. L'identité bretonne peut-elle exister sans sa langue ? Quelle place celle-ci tient-elle encore dans cette identité ? L'identité bretonne, c'est quoi ? Et je pense que ça renvoie, je pense qu'il y a autant de définitions de l'identité bretonne qu'il y a d'habitants en Bretagne, quoi. Et effectivement, moi je pense que le militantisme breton a sa définition, et sans doute plusieurs définitions, dans laquelle la langue est je pense, très importante et même constitutive de l'identité bretonne. Donc je pense maintenant pour le grand public, qui n'est pas forcément bretonnant, la langue est peut-être moins... Elle est peut-être plus anecdotique, parce qu'elle ne participe pas à la construction de leur identité. Je crois que l'essentiel, c'est le lieu où on est, son environnement, son paysage, ses relations sociales, la conscience de l'histoire du coin où on en est. Et si on a la langue, eh ben, tant mieux, là ils ont l'esprit sain en plus. Mais ce n'est pas nécessaire pour affirmer l'identité bretonne. Ce n'est pas nécessaire. Alain Touraine. L'identité ressemble facilement à la vertu dormitive de l'opium. On a toujours le rêve, qui a donné lieu à l'astrologie, de trouver une explication scientifique au particulier. Or, il n'y en a pas, par définition. L'explication scientifique, l'explication tout court, relève toujours du général, jamais du particulier. Je suis incapable de répondre à une question sur l'identité bretonne. Je crois qu'il y a des identités vécues très différemment, selon qu'on est en ville ou à la campagne, selon qu'on appartient à une génération ou une autre, selon qu'on sait le breton ou pas, et d'ailleurs le gallo ou pas, aussi, parce qu'on n'en parle jamais, selon qu'on est nantais ou pas, selon qu'on est breton émigré à Paris, ou, etc., etc. Je crois qu'il y a des façons de vivre tout ça qui ne fabriquent pas réellement une identité. Moi, je crois que cette litanie qu'on nous sort de la Bretagne, région à forte personnalité culturelle, je voudrais bien qu'on me cite les régions à faible personnalité culturelle. Ça leur ferait sans doute plaisir de l'apprendre. Le Maine et l'Anjou, par exemple, doivent être des régions à faible personnalité culturelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que les Bretons ont toujours constitué une société biethnique. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, à l'est de la Bretagne, une partie des Bretons qui parlaient autre chose que le breton, ce qu'on appelle le gallo, mais bon, qui est un parler roman. Ce qui est fondamental, c'est ça. C'est que nous sommes une société avec deux cultures, mais unies par une histoire et par une volonté d'aller de l'avant. La langue bretonne, c'est quoi dans ce contexte-là ? La langue bretonne, c'est bien sûr l'élément celtique, et c'est surtout le symbole. C'est le symbole auquel tous les Bretons sont attachés.
Et c'est le symbole qui permet de reconnaître les Bretons de l'extérieur. C'est un peu comme un drapeau, comme quelque chose comme ça. Si, dans une bataille, quand on regarde dans les films de cinéma, hein, si le drapeau tombe, c'est mauvais pour tout le monde. Hein, c'est humiliant. Hein. Eh bien, la langue bretonne, si elle s'effondre, c'est toute la société bretonne qui en souffre. On peut quand même admettre que la culture bretonne désormais s'exprime aussi en français, donc dans les deux langues. Et que la disparition du breton est certes un fait dramatique, mais pas dramatique pour l'ensemble de la culture bretonne, qui reste riche, vivante, dans tous ses compartiments littéraires, même si c'est une expression française, musicaux, théâtraux, etc. Qu'est-ce que être indien en Amérique? Qu'est-ce que être gallois en Grande-Bretagne, etc. Il y a sans doute des emboîtements, des étagements, et c'est ça qui va être le plus difficile, à mon avis, pour la période qui s'ouvre, c'est-à-dire d'emboîter des identités, parce qu'aujourd'hui, avec la mobilité, avec l'instruction, avec les médias, les moyens de communication, tout ce qu'on veut, Internet, etc., on a des identités finalement multiples, certaines imposées, des figures imposées, et un certain nombre de figures libres. Donc le breton, à mon avis, entre essentiellement dans les figures libres. Il est évident que la langue bretonne a un rôle important de marquage territorial et autres. Alors dans les faits, je pense que ce sera à la carte. Ce sera à la carte. De la même façon qu'on peut très bien courir les Fesnons sans savoir ni sonner, ni chanter, ni danser, on peut très bien courir la bretonité sans savoir parler breton. Mais ce sera quand même mieux de savoir danser, sonner, chanter. Donc ce sera quand même mieux de comprendre, de savoir un certain nombre de choses et de pouvoir émailler, de pouvoir métisser parfois ces phrases de quelques mots. The